Tite Kubo est le parfait exemple du génie qui s'ignore. Pas dans le sens que vous employez communément. Dans un premier temps, il a choisi d'ignorer son propre génie. Inspiré par Senseiya, Gegege no Kitaro et les autres précurseurs, il décide arbitrairement d'annoncer à ses parents qu'il souhaite devenir mangaka. Ils ne sont ni pour ni contre, ils savent juste qu'il n'a pas les bases et que ça va lui demander beaucoup d'efforts. Très vite, il se rapproche de magazines proposant des concours dont la récompense serait une place dans les éditions. Après un très bon parcours, il se retrouve malheureusement à la 4e place du podium, juste derrière un certain Oda et son projet Romance Down. Après quoi, il va se retrouver dans les pas d'un géant. Tout comme Toriyama de nombreuses années avant lui, il sera convoqué car repéré par Kazuhiko Torishima, qui va l'accabler en l'insultant presque. Il lui remet un tome de Ken le Survivant et un tome de Dragon Ball, en lui assignant la mission d'étudier ses œuvres pour comprendre ce qui lui manque. Déjà un fervent lecteur, il connaît très bien le fossé qui sépare son travail de ses trésors. Après quoi commence une période étrange. Alors que rien ne garantit son succès, on va lui imposer un grand nombre de cases dans les numéros suivants du magazine. Jusqu'ici, il n'avait accepté que des collaborations limitées. Maintenant, dos au mur, Kubo va devoir mettre de côté son individualisme et chercher à s'entourer afin de peaufiner ses idées. Ceci va le forcer à créer des liens, mais surtout lui apprendre à travailler en équipe. Il ne s'en rend pas tout de suite compte et pense à un acharnement proche du bizutage. Mais l'avenir nous montrera la chose suivante. Comme pour le mangaka préféré de ton mangaka préféré, Torishima avait décelé en lui un potentiel gigantesque, comme on en trouve peu. Comme s'il revivait sa rencontre avec le mangaka de légende dans ses jeunes années. Sauf que Kubo, lui, n'a pas besoin de rigueur, mais d'ouverture d'esprit. Il devait apprendre à apprécier son travail à sa juste valeur. Et pour ça, il fallait avant tout qu'il puisse y mettre du cœur. Ainsi, il comprend que les commentaires de son éditeur ne sont pas les seules choses qu'il doit prendre en compte. Il avait fini par s'oublier lui-même. L'heure n'était plus à la retenue, mais à l'aventure. Alors que le concept qui deviendra Bleach a été rejeté par la maison d'édition, Toriyama s'en mêle en personne en encourageant chaleureusement Kubo, ce qui fait réfléchir les décisionnaires. Là, c'est comme s'il était l'élu. C'est là qu'il comprend les étranges exigences des éditeurs. Il est un véritable prodige. Tout ce temps passé à peaufiner son train et sa capacité d'écriture finiront par payer. Le point fort de Kubo ? Les chara-design soignés. Tout son parcours jusqu'ici en a fait un monstre créatif. Il a un cahier dans lequel reposent des concepts depuis le début de sa carrière. Il a une grande facilité à créer des apparences auxquelles il ajoute ensuite une histoire, une personnalité. C'est comme ça qu'il créera des personnages dont l'identité et les pouvoirs sont si proches, les Shinigami et leurs Zanpakuto. Autrement, chaque faction qu'il présente au cours de son œuvre a eu en son sein un personnage principal avec lequel le reste des représentants ont un relationnel plus ou moins développé. C'est comme ça et pour ça qu'il crée des groupes qui ont un passé commun plus ou moins profond à chaque fois. Dès ses premières années de publication, tel Aizen, l'auteur a déjà son épilogue en tête. Il va travailler avec de nombreux éditeurs différents, toujours en faisant en sorte d'avoir un relationnel correct. C'est un artiste très exigeant qui laisse peu de place aux erreurs d'impression. Grand mélomane, il dessine en écoutant de la musique. Alors, les personnages comme la mise en scène ont un ton vivant, changeant. Et c'est un des aspects qui marquera le plus les spectateurs de l'anime. Une bande originale a coupé le souffle, qui a redéfini les standards de qualité et de composition dans l'industrie. Il est salué par tous pour les styles riches et variés qu'il donne à ses personnages. En dehors du média de base, sur les covers de magazines, dans les jeux et autres représentations dérivées, dans la majorité des dessins officiels, on ne peut que saluer la classe des habits présentés. Son secret ne serait-il pas qu'il s'intéresse à la mode ? Il dessine simplement des vêtements qu'il aurait aimé porter, car hélas, il ne trouve jamais de marque en mesure de proposer quelque chose qui s'en rapproche. Alors, c'est la mode qui devrait s'intéresser à lui. Autrement, il est passionné par la linguistique et les sonorités. Ce n'est pas pour rien que chaque faction a une langue qui lui est associée, en fonction de ce que la langue lui inspire. Une passion dévorante pour les arancars avec l'espagnol. Un sens du devoir millénaire qu'incarnent les Shinigami utilisant le japonais. Une appartenance disparate qui caractérise les Fullbringers et l'anglais. Une froideur méthodique relative aux Bounce et aux Quincy utilisant l'allemand. D'ailleurs, certains pensent que si suite il y a, ce serait le français qui serait à l'honneur. À l'époque de la publication, on a noté un grand changement dans l'intérêt que les fans portaient à l'histoire après ce qu'on pensait être l'arc final. L'arc Fullbring crée un reboot à partir duquel la quête identitaire du personnage principal va prendre un tournant. On aura enfin des réponses à des questions qu'on a eu le temps d'oublier, mais sans quoi on aurait été frustré. Réussir à prendre un nouveau départ au sein de son propre récit
c'est quelque chose d'osé. Ce changement de pression spirituelle s'explique de la façon suivante. Alors que l'auteur s'apprête à continuer après nous avoir émerveillés avec des moments à chaque fois plus impressionnants, voilà qu'il est touché par ce que j'appelais à l'époque, sans même savoir à quel point c'était une problématique sérieuse, la maladie du bon mangaka. Et là, ce sont des artistes abattant un volume de travail gargantuesque qui, au fur et à mesure, se retrouvent bien souvent à négliger leur santé et à être ravagés par le manque de repos ou la maladie. Et c'est ce qui s'est passé. Alors au fond du gouffre, Kubo pense abandonner. Il n'est pas à la hauteur pour terminer comme il le faudrait l'histoire à laquelle il nous a introduits. Les semaines passent sans que sa santé s'améliore. Peut-être vaut-il mieux laisser le récit où il en est. Après tout, c'est déjà un phénomène mondial. C'est au fond de l'abysse que Tite Kubo va trouver la force de continuer. Il a pour habitude de lire les lettres des fans et de les conserver précieusement. Une lettre va cependant se démarquer des autres. Un jeune homme malade lui explique qu'il a récemment commencé à se plonger dans le monde du manga, car il vit ses derniers instants. Et que Bleach lui a offert de nouvelles perspectives par ses thématiques et son style hors norme. Et alors qu'il se sait condamné, il rédige cette lettre pour remercier Kubo Sensei, mais l'en conjure. Faites l'histoire qu'il vous plaît, mais allez jusqu'au bout. J'ai adoré ce que j'ai vécu en me plongeant dans votre monde. Donnez vie à cette fin qui vous plaira, dont vous serez fiers, car jusqu'ici, ça m'a offert de nouvelles perspectives. C'est l'œuvre de votre vie que je ne pourrai contempler jusqu'à sa toute fin, car la mienne arrive à son terme. Mon histoire touche à sa fin. Je sais que la fin de votre histoire nous touchera tous. L'auteur anonyme de cette lettre s'est arrangé pour qu'elle parvienne à Kubo post-mortem, ce qui va lui donner le courage nécessaire pour mener à bien cette mission. Il ne pouvait en faire autrement. Notre mangaka va alors tout faire pour retrouver la trace du rédacteur de la lettre afin de remercier sa famille, car sans ces mots, il n'y serait parvenu. Après avoir conclu Bleach, il commence à sentir un vide. Pendant si longtemps, il a donné vie à tant de personnages variés, hauts en couleur. Le voilà maintenant dans le calme plat. Cette paix dérangeante sera ponctuée par la création du one-shot Burn the Witch, puis par un nouveau chapitre de Bleach offrant la possibilité d'une suite. Bleach est particulier. C'est tout de même le manga dont les romans sont les plus complémentaires à l'histoire. Son aspect multimédia enrichit sans cesse des points d'ombre du récit. Les grandes familles Shinigami, leur rôle et responsabilité dans les enjeux actuels. Le passé de Ginjo, qui est un personnage clé dans le retour au combat d'Ichigo. Le jeu Bleach Brave Soul, qui met en scène les scénarios de ces fameux récits complémentaires. Constaterez d'ailleurs que les hors-séries de Bleach sont prenants pour grand nombre d'entre eux. D'anciens concepts laissés de côté par Kubo, ou des histoires amorcées dans les romans prennent vie dans ces arcs optionnels. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous résumer un peu ce génie qui s'ignore, mais je n'en ai pas fini. S'il est vrai que l'auteur a un grand talent pour créer des personnages pleins d'émotions, il en a justement lui-même traversé beaucoup. L'apparence de Zangetsu et son côté aigri lui vient d'un homme qu'il croisait dans un restaurant non loin de chez lui. J'aime ce genre d'anecdote, c'est cool, hein, non? Maintenant, à votre avis, dans quoi l'auteur a-t-il pu puiser autant de mélancolie? Parce que si Bleach se démarque d'une façon, c'est bien par cela. Alors, messieurs, quelles sont vos idées? Mon héros veut être libre et il peut étirer son corps. Ah, mon héros veut devenir Hokage. C'est un ninja qui peut compter sur une puissante bête mythique. Mon héros a la culpabilité du survivant, le syndrome de l'imposteur et souffre de dépression tout au long du récit. Justement, il n'en guérira qu'une fois qu'il aura accompli sa quête identitaire et qu'il aura défini sa place et son rôle, et non pas simplement accepter ce qu'on lui impose. La symbolique de la pluie revient souvent dans la mise en scène. Le protagoniste perd sa mère par temps de pluie. Son fort intérieur se retrouve submergé, comme si au fur et à mesure du temps qui passait, il se noyait dans ses larmes. L'anime nous sert un accompagnement musical parfait. Le manga, lui, arrive à nous faire frissonner par la gravité du trait. Le vide des arrière-plans est comme une ouverture sur ce qui se passe à l'intérieur du personnage, alors que tout est pourtant si détaillé qu'en nécessaire. Il est bien là, le message. Tout comme son protagoniste, doué d'un potentiel qu'il n'a jamais soupçonné avant de regarder avec du recul ce qu'il a été capable d'accomplir, Kubo lui aussi s'est vu transmettre de lourdes responsabilités. Il a été forcé de faire un choix pour sa destinée. Se battre avec les armes en sa possession ou se retrouver à gâcher son héritage. Comme dit plus tôt, lui aussi, c'est l'élu. Le père de l'œuvre a fragmenté ses états d'âme chez différents personnages, des fois sans pour autant qu'ils aient des rôles clés à jouer. Il va s'attarder sur un personnage secondaire
dont l'intensité des émotions correspondra à ce qui le traverse ou résonne avec lui au moment du développement. Les nombreux personnages qui défilent dans chaque camp portent pour beaucoup, peu importe leur puissance, une force d'expression que l'artiste tient à exploiter. Certaines fois, on voudrait en voir plus, et que cette force d'expression permette aux personnages de gagner en importance. Mais ce n'est pas toujours le cas. Profondément attaché à ses créations, ses antagonistes en particulier, car selon lui, la prestance et la force d'un antagoniste sont les pierres de taille d'un bon héros. Il n'hésite pas et accepte de se séparer d'un personnage auquel il tient fortement. Ulquiorra est unique, et je dirais même qu'il est ce qu'Ichigo aurait pu être s'il n'avait pas eu un bon entourage. Les deux se complètent étrangement, et autour d'Orihime, c'est comme si c'était compris et qu'une complicité entre eux était née. En tout cas, il y a une interdépendance palpable. Là où le Shinigami ne l'intéresse pas et où il se tourne vers Orihime, Ichigo a une obsession pour Ulquiorra, car c'est le dernier rempart entre lui et le sauvetage de son ami. C'est le mur à franchir, la dernière étape. Mais même le plus grand des espadas ne pouvait rien contre l'élu. Et si en 2025, vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il est supérieur au trio du Fukarakura, vous insultez l'artiste en passant à côté du message implicite de son œuvre. Fan ne veut pas dire instruit, apparemment. Cette vidéo n'est pas une analyse de personnage, donc on laisse couler et on se retrouvera plus tard. Ne faites pas attention, cette entité se manifeste de façon chaotique. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour partager des savoirs. De la même façon qu'il a été inspiré, la génération actuelle a été poussée par ce dernier. Horikoshi a commencé le dessin en faisant des fanarts de Bleach. Gege Akutami admet une influence inconsciente de la part de Kubo. Gotoge a trouvé la dynamique de son corps armé et le ton mélancolique de son œuvre chez lui. Et Tabata lui rend hommage de nombreuses façons. Et ce n'est pour citer que, car dans cette génération, on parle de Kubo comme on a parlé de Toriyama auparavant. J'espère que la découverte de cet enregistrement vous aura plu. Aujourd'hui, nous étions là pour parler de l'auteur, Tite Kubo, le prodige élu. D'ailleurs, j'espère que vous avez suivi, parce que c'est ainsi que l'élu s'est détaché de ce qui lui freinait dans sa créativité. Et c'est pour cela que c'est aussi iconique. Bankai signifie abstraction des limites. Tensa Zangetsu なんだそれは。そんな小さなもの、挽回だと。